troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Hamza Boukari Yabara, historien, de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Daoud Attal. Et tout de suite, direction la Côte d'Ivoire. Une conférence interministérielle a lieu jusqu'à ce mercredi sur la question de l'apatridie. Près d'1 million de personnes seraient apatrides en Afrique de l'Ouest. Une situation considérée également comme un facteur d'instabilité. Kekeli Afeto. Première conférence interministérielle sur l'apatridie en Afrique de l'Ouest du 23 au 25 février à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Avec plus de 750 000 apatrides dans la sous-région, les experts auront à aborder plusieurs questions, surtout d'ordre juridique, pour freiner le phénomène. Nous avons au moins environ 1 million de personnes qui sont des apatrides en Afrique de l'Ouest sur les 10 millions à travers le monde. Et ces chiffres ne représentent que 5% des données que nous avons. Les bons élèves méritent d'être accompagnés dans cette lutte. Pour les spécialistes, des lois concrètes méritent d'être votées pour espérer juguler ce phénomène. La tâche étant considérable, ils espèrent que les gouvernements bénéficieront d'accompagnement dans la lutte contre cette gangrène. Les mesures à prendre concernant ces apatrides, il s'agit surtout des mesures d'accueil, d'intégration. En général, les Africains sont solidaires. Or, ce n'est pas normal qu'on ait tant de monde sans pays. Mais en même temps, il faut dire que c'est un travail très énorme, très difficile pour les pays, qui nécessite une certaine coopération entre les pays. Ça peut se faire au niveau des sous-régions et en même temps de l'aide de la communauté internationale parce que c'est un domaine qui ressort au commissariat des réfugiés. Bon élève dans la lutte contre l'apatridie, la Côte d'Ivoire avait ratifié depuis 2013 les conventions internationales en la matière. Une décision et un engagement politique hautement salutaire, malgré les insuffisances au niveau des lois nationales. Daouda, un apatride, selon la définition des Nations Unies, c'est une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant. Quelle solution existe-t-il aujourd'hui pour cette situation d'apatride ? La solution qui existe, ça dépend, Fanny, de la cause même qui fait que la personne est apatride. Parce que parfois, c'est au niveau... parfois, ça peut être dû à l'application d'un droit de sol ou d'un droit de sang. Et donc, ça, voilà. Il y a des cas comme ça. Des fois, c'est simplement des redécoupages de territoire. On sait qu'un citoyen retrouve son territoire attaché à un autre État. Donc là, et du coup, la personne a du mal à se positionner et à trouver une nationalité. Mais si on revient sur le cas de la Côte d'Ivoire, c'est très intéressant parce que le phénomène de l'ivoirité a été mis en avant à un moment donné. Donc si ça avait été vraiment appliqué tel que ça avait été promu, beaucoup d'Ivoiriens du Nord notamment n'auraient plus de nationalité. Donc ça c'est des cas comme ça, c'est des choses comme ça qu'il faut éviter mais c'est bien que la Côte d'Ivoire ait ratifié justement cette convention. La convention de 1954 de New York, en tout cas, est une forme de jurisprudence, est une convention que les États doivent ratifier finalement, qui règle la question des apatrides. Pour les réfugiés, c'est autre chose, c'est la convention de Genève de 1951. Mais en tout cas, pour revenir à la question, cette personne n'a pas d'autre choix que de se faire accueillir. La France, par exemple, accueille beaucoup d'apatrides. Maintenant, il y a des gens, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas été déclarés à la naissance. Parce que là où ils sont nés, voilà, ils n'ont pas été déclarés. Et dans ce cas-là, il y a des campagnes qui existent à un moment donné. Ça, on l'a vu dans un certain nombre d'États. L'État civil arrive dans un village et régularise les gens qui sont là. Et des fois, c'est des personnes qui étaient âgées mais qui n'avaient pas de papier. Donc les causes sont vraiment multiples, mais je pense que les États doivent être bienveillants et quand même accorder la citoyenneté, la nationalité à ceux qui vivent en tout cas et qui peuvent réclamer de plein droit leur nationalité du pays même. Hamza, cette question de l'apatridie, elle est très importante en Afrique. C'est un problème qui est surtout en Afrique de l'Ouest, on le voit, 1 million de personnes. Oui, parce que l'Afrique de l'Ouest, c'est un espace qui est traversé par un certain nombre de migrants. Donc il suffit d'être né de parents X dans un pays Y qui ne donne la nationalité Y qu'à ceux qui sont nés de parents Y pour se retrouver par exemple apatride. Donc c'est quelque chose qui est assez fréquent, qui peut être réglé par la mise en place d'une nationalité, on va dire, ouest-africaine. C'était déjà pensé à la fin du 19e siècle par un certain nombre de penseurs. Je crois qu'également il y a la question sécuritaire.
qui très certainement anime les gouvernements africains parce qu'ils ont besoin de savoir qui ils ont sur leur sol. Et on voit que la question des contrôles d'identité, aujourd'hui on demande aux gens d'avoir des papiers, on demande aux Africains d'avoir des papiers, et je crois que cela fait partie également d'un plan sécuritaire sur lequel il faut être vigilant. Mais selon moi, il faudrait être davantage bienveillant sur cette question-là et mettre en place réellement une citoyenneté ouest-africaine au niveau de la CEDEAO. Jean-Marie, c'est un facteur réellement d'instabilité, cette apatridie? Je serais, comment dirais-je, un peu à l'encontre des exposés qui viennent d'être faits par mes collègues sur le plateau. La notion d'apatridie, c'est quoi? Il a bien défini Daouda. Mais moi, j'ai peur d'une chose, c'est que ce que nous avons vu dans le reportage ici, là, ça concerne la Côte d'Ivoire. On connaît l'instrumentalisation dont vient d'évoquer Daouda, si vous voulez, sur la notion d'apatride. Il faut, quand on regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas oublier que cette histoire, comment dirais-je, d'ivoirité-là a été instrumentalisée et ça a complètement désorganisé la société dans sa globalité. Ce n'est pas uniquement la société politique. La société globale ivoirienne a été désorganisée par cette notion d'apatridie-là. Dès l'instant que vous avez un individu qui a les papiers d'un État quelconque, dans le monde, il est reconnu comme étant citoyen de cet État-là. Donc, c'est pour ça que moi, ça me fait un peu peur, si vous voulez, le problème qui est soulevé en Côte d'Ivoire, là, parce qu'il risque de réveiller encore des résurgences, des plaies qui ne sont pas encore complètement fermées. Moi, les apatrides, si vous voulez, il a bien spécifié ça, Daouda, là, à savoir que ce sont des réfugiés de guerre. Mais quand j'entends dire que, en Côte d'Ivoire, on organise un séminaire sur la question de l'apatridie, je veux vous dire honnêtement que j'ai peur qu'il y ait une instrumentalisation qui ressorte là-dessus, que telle n'est pas origine, si vous voulez, de la Côte d'Ivoire, dont entre le nord et le sud. Moi, c'est la peur que j'ai, tout simplement. Maintenant, en ce qui concerne l'apatridie, vous aviez des lois internationales, si vous voulez, qui régissent ce statut-là, qui sont claires. Donc, dès cet instant-là, maintenant, on va me dire... Aujourd'hui, on parle de l'Afrique. On n'est plus, si vous voulez, à l'époque coloniale où on n'a pas d'état civil, on ne peut pas reconnaître, c'est-à-dire la genèse de tel ou tel individu dans la société dans laquelle il vit. Maintenant, on se trouve en Afrique de l'Ouest. Il se trouve que l'Afrique de l'Ouest, c'est un pays qui est fait essentiellement des gens qui sont migrants. D'accord, qui bougent énormément, si vous voulez, dans leur espace de l'Afrique de l'Ouest. Dès l'instant que vous avez un individu qui est dans un État, vous avez des Sénégalais qui sont d'origine ivoirienne, vous avez des Ivoiriens qui sont d'origine sénégalaise, ainsi de suite, malienne et tout ce qui s'ensuit. Donc ces gens-là vivent, si vous voulez, dans une coexistence pacifique. Donc, me remettre ça sur la table. Concernant la Côte d'Ivoire, moi, si vous voulez, je suis assez dubitatif, si vous voulez, sur ce colloque-là, précisément. Merci. Dans l'actualité également, le Cameroun et le Nigeria viennent de convenir de la nécessité d'un contrôle coordonné des médias dans le domaine de l'information concernant la lutte contre l'insécurité transfrontalière. Les deux pays se consulteront avant toute transmission d'informations médias afin d'éviter de compromettre la sécurité des opérations. Ibrahim Ndiaye. La liberté de la presse est-elle menacée par la guerre contre le terrorisme? Le Cameroun et le Nigeria souhaitent désormais contrôler les médias en matière de sécurité transfrontalière. Dans la profession, certains craignent un recul de la liberté d'informer. Je pense qu'il y a deux façons de lire cette mesure-là. D'abord, j'imagine que les différents gouvernements du Niger et du Cameroun évoquent les mesures sécuritaires qui sont délicates parce que effectivement, il s'agit d'une guerre qui n'est pas très maîtrisée et donc la diffusion des informations peut nuire dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, de l'autre côté, on se place du côté de la profession des journalistes, effectivement, ça devient inquiétant. Il faut restreindre la liberté de la presse, l'accès des journalistes sur les sites de conflit et à certaines informations, ça devient problématique. Je crois qu'à tout prendre, il faut privilégier la sécurité et faire confiance à la responsabilité des journalistes. La liberté d'expression des journalistes n'est pas pour leur menacer. Toutefois, les journalistes ont besoin de la protection des militaires pour œuvrer sur le terrain des opérations. Et les journalistes ont intérêt à coopérer avec les forces de sécurité sur place parce qu'il s'agit bien d'une guerre et donc les forces armées qui luttent contre les autres forces terroristes qui sont armées. Les journalistes ne sont pas armés pour être protégés sur les sites. Je crois qu'il leur faut l'accompagnement des autorités militaires. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la réalité de la couverture de la guerre. La résolution est contenue dans le communiqué final de la 3e session du comité de sécurité transfrontalière qui s'est récemment tenue à Yaoundé au Cameroun.
Daouda, est-ce qu'il est important parfois de garder le silence sur certaines opérations militaires pour la sécurité des soldats engagés? Tout à fait, Fanny. Je pense que c'est important en termes de stratégie militaire parce que quand vous avez une stratégie militaire que tout le monde connaît, qui passe dans la presse, on sait très bien que l'ennemi, donc les terroristes, regardent aussi les médias. D'ailleurs, ils publient de temps en temps, etc. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ça parce que quand vous voulez combattre contre quelqu'un qui connaît parfaitement bien votre stratégie, là vous réduisez vos chances d'arriver à bout de cet ennemi. Donc ça c'est important. Maintenant, comment faire pour arriver à faire jouer le jeu aux médias, c'est tout le problème, puisque d'un côté, il y a quand même l'apologie, par exemple, du terrorisme ou des choses comme ça. Quand les terroristes ils font une capture ou ils exécutent un otage, la seule façon de mettre la pression sur les personnes qui les combattent, c'est de montrer ce qu'ils font pour faire peur, en gros. Ce qu'ils font, c'est de dire on a exécuté tel, on a fait tel, etc. C'est leur seul moyen, puisque le but, c'est qu'ils se cachent pour avancer tout doucement. Donc les médias, c'est vraiment un support très intéressant pour les terroristes, mais il faut aussi que l'on sache que c'est un média qui peut être dangereux. Les médias peuvent être dangereux, en tout cas pour les États qui combattent le terrorisme, etc., puisque ça dévoile leur stratégie. C'est très important pour revenir sur la question de garder un certain secret dans la phase opérationnelle des interventions militaires. Hamza, alors Boko Haram a diffusé samedi une vidéo qui respecte les nouveaux codes de production de l'organisation État islamique, contrairement à ses vidéos précédentes qui étaient plutôt de mauvaise qualité. Il a également tweeté en anglais et en français, alors que jusque-là c'était en arabe. Est-ce que c'est un tournant dans la guerre médiatique également? Oui, c'est certainement un tournant. Je crois que ces organisations savent que la bataille se joue beaucoup dans les médias et qu'il est important d'être très présent, ne serait-ce que pour recruter davantage de membres et également pour gagner, je pense, une certaine forme de guerre psychologique vis-à-vis des armées et des populations. Donc je crois que l'initiative du Cameroun et du Nigeria de s'atteler à mettre en place une communication suffisamment solide et stable est extrêmement nécessaire pour justement éviter que Boko Haram ne parvienne à faire des médias un outil qui jouerait en sa faveur. Actuellement, je crois qu'il y a également beaucoup de difficultés à avoir des informations sur ce qui se passe concrètement sur le terrain. Et du coup, nécessairement, ce sont les premiers sur place qui ont les informations. Et je crois qu'il y a également la vitesse, la question du scoop qui se pose par rapport à Boko Haram et qu'il est important que le Nigeria et le Cameroun arrivent à tempérer cette course au scoop que l'on peut voir dans les médias. Et enfin, je rappellerai que le Nigeria a connu cette expérience-là lors de la guerre du Biafra. Il y avait également une guerre médiatique, puisque la sécession avait ses propres outils de communication et qu'on avait vu que cela avait permis de remporter un certain nombre de victoires sur la base de fausses informations. Donc cette guerre médiatique, elle est extrêmement importante parce que c'est de par cette manière qu'on arrivera, je pense, à prendre de vitesse Boko Haram et à lui couper des possibilités à la fois d'obtenir du soutien de l'extérieur et en même temps de gagner la bataille dans les esprits des populations. Jean-Marie, cette guerre médiatique, c'est aussi un nouvel aspect à prendre en compte pour les États africains aujourd'hui. C'est un nouvel aspect qu'il faut prendre en compte pour les États africains, mais moi je repartirai sur autre chose. Quand on parle de la guerre, si vous voulez, du terrorisme, avec les médias d'un côté, vous avez deux notions qui s'opposent. Vous avez la notion de la liberté d'expression du journaliste et de l'autre côté, vous avez la sécurité, si vous voulez, des populations. Et vous avez un troisième point qui concerne quoi? Qui concerne l'efficacité des actions des armées sur le terrain. Donc, dès cet instant-là, aujourd'hui, nous nous trouvons dans ce qu'on appelle généralement le village planétaire. Ça voudrait dire que la moindre information, on veut la faire connaître au monde. Mais pour la sécurité des populations, de temps en temps, il faut taire un certain nombre d'informations. C'est là où le rôle des médias est important, comme le disait Daouda tout à l'heure, à savoir que quand il y a une stratégie qui est mise en place pour pouvoir vaincre un groupuscule comme Boko Haram ou alors Al-Qaïda au Mali, il faut qu'il y ait un certain secret, puisqu'on sait aujourd'hui que une information qui est mise sur le net est accessible par tout le monde. Donc il faut la responsabilité des deux côtés, à savoir que le journaliste doit mettre la limite, si vous voulez, informationnelle
quand elle commence à atteindre la sécurité, si vous voulez, des populations qui sont mises en cause en face. Donc ça, c'est un point sur ce point de vue-là concernant Boko Haram. Maintenant, si on en revient beaucoup plus, si vous voulez, à la guerre qu'on a contre le terrorisme, sur ce que fait par exemple l'État français, concernant les jeunes qui vont combattre, si vous voulez, auprès des islamistes en Syrie ou en Iran et tout ce qui s'ensuit. Là, c'est encore un autre volet d'analyse. L'autre volet d'analyse, on peut se dire là-dessus, il est tout à fait souhaitable que l'État français puisse prendre des mesures de ce genre-là pour éviter en sorte que vous ayez des jeunes Français qui, parce qu'ils ont été influencés par justement ce que Daoud a souligné là tout à l'heure, à savoir la lutte dans les médias. Là-dessus, encore une fois, je dirais que c'est une lutte asymétrique, tout simplement. Pourquoi? Parce que les recruteurs, si vous voulez, de ces jeunes-là, ont une lecture des choses, alors que l'État, de son côté, n'a pas les moyens en face pour pouvoir faire face à la dynamique qu'on a de l'autre côté par rapport aux recruteurs qui recrutent, par exemple, les jeunes Français. Donc, vous avez... C'est un sujet multidimensionnel, c'est-à-dire vous avez énormément de points abordés à l'intérieur qui font en sorte qu'on ne peut pas tomber d'accord sur une stratégie précise concernant, que ce soit le domaine de la sécurité, que ce soit le domaine, comment dirais-je, de la liberté d'information du journaliste. Merci messieurs, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 3e volet de cette semaine consacré à la chefferie traditionnelle. Hamza Boukari Yabara, merci d'avoir été avec nous. Merci. Jean-Marie, merci également. Merci Fanny, bonne soirée à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et Daouda, merci d'avoir été là. Merci Fanny, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.